Alors, le risque de réputation, ça c'est quelque chose qui me fascine assez parce que ça va bien au-delà. D'abord, la réputation, effectivement, fait partie du capital de l'entreprise aujourd'hui. Il y a un capital immatériel qui est son image. Et est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que ça va bientôt être un produit? Est-ce qu'on travaille là-dessus? Et puis, qu'en est-il par rapport aux hommes eux-mêmes? Alors, La bonne réputation d'un homme, est-ce qu'elle ne donne pas de la valeur en bourse? est... Est-ce qu'elle est légitime? Vous avez des présidents show-off médiatiques formidables, peut-être le contraire de bons gestionnaires. Vous avez des gestionnaires sinistres qu'on voit jamais, qui parlent pas, mais la boîte est formidable. Donc comment on s'y prend et quel est votre métier maintenant? Ce qui est formidable dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement aujourd'hui tout le monde reconnaît que la réputation de l'entreprise et de ses dirigeants est un capital immatériel très fort de l'entreprise. On n'a pas encore trouvé la formule pour la faire rentrer au bilan, ce qui est bien dommage puisqu'il y a effectivement certaines entreprises qui, on a l'impression que leur patron disparaît ou change d'entreprise et que l'entreprise qui peut faire quelques centaines, voire milliers ou dizaines de milliers de salariés, et elle va s'arrêter. La réalité, vous le savez bien, vous êtes chef d'entreprise. Nul n'est irremplaçable. Ça prend plus de temps quand vous êtes le patron, mais nul n'est irremplaçable. Sur le sujet de réputation, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qui reflète l'évolution du monde dans lequel on vit, c'est que il y a un corollaire qu'il faut avoir en tête. Plus vous vous exposerez, plus vous ferez la promotion de votre entreprise, plus vous irez dans les médias, plus vous irez exposer vos réussites, vos bons résultats, vos acquisitions, plus les journalistes vous attendront sur vos échecs, vos opérations manquées et vos chutes du cours de bourse. Et ça, c'est quelque chose, moi je vois chez Havas un nombre de patrons, de dirigeants qui passent chez nous en disant il me faut de la communication, les gens, je fais des choses de formidables et les gens ne le savent pas et je considère que je peux faire la une des Échos avec le lancement de mon nouveau produit ou pourquoi pas même aujourd'hui du Parisien ou le JT de France 2 ou de TF1 puisque je considère que j'ai eu la discussion avec un client grand opérateur il n'y a pas très longtemps qui ouvrait une nouvelle boutique et qui me dit ça doit être la une de tous les journaux et on lui dit qu'il y a des centaines de boutiques qui s'ouvrent tous les jours, c'est pas pour autant que ça fait le journal de France 2000. Voilà. La première chose à savoir, c'est que le sujet de réputation, à partir du moment où vous décidez de vous exposer face aux médias, il faut être très conscient de la manière dont les médias fonctionnent. Et ce qu'on dit de manière un peu caricaturale, et pardonnez-moi l'expression, la fameuse règle des 3 L qui fonctionne très bien, qui est je te lèche, je te lâche et je te lynche, qui se vérifie de manière si vous voulez un bon exemple, ce qu'on dit souvent, ou ce qu'on dit à l'époque où on faisait de la communication politique Chavas, ce qu'on disait aux politiques qu'on conseillait, c'était regarder la une des hebdos, toutes les unes des hebdos que vous avez fait. Et vous verrez, sur plusieurs années, la première c'est la révélation, point d'interrogation, la deuxième que fait-il, et la troisième c'est la fin. Et ça se vérifie avec beaucoup de sociétés. Et après, ce qui est formidable, c'est que c'est la grande lessiveuse, ça revient. Les médias vous remettent en scène parce qu'en réalité, si vous voulez comprendre les sujets de médiatisation, il faut faire, je fais juste un point, une seconde sur le modèle économique des médias, qui aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias. Dans les années 80, c'était facile, vous aviez le matin la radio, et puis Le Monde et le JT de TF1. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. À 9h, vous avez déjà eu 20 fois la même information entre votre chaîne d'information directe, la radio, vos applications et tous les journaux que vous avez reçus sur votre tablette. Et donc, en réalité, la multiplicité des médias, en un. La deuxième chose qui est que les entreprises ont décidé de médiatiser leur stratégie et leurs dirigeants. Et 3, la relative faiblesse de la culture économique dans l'opinion publique en général et chez les journalistes en particulier. Je vous donne juste une statistique, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, mais ils me pardonneront. Quand vous regardez ce que font les journalistes à la sortie des écoles, la majorité deviennent journalistes sportifs. C'est vrai, c'est un fait, et seulement 5% choisissent des carrières économiques. Bon, donc ça vous explique pourquoi aujourd'hui, quand vous vous retrouvez en une du JT de 20h pour expliquer une décision prise par un comité exécutif, vous vous retrouviez avec des niveaux de vente qui chutent et des niveaux de bourse, de cours boursiers qui chutent le lendemain. Et donc il y a une espèce de, c'est ce qu'on appelle une crise, il y a une surexposition instantanée. Vous êtes mis en pleine lumière face à un public qui n'est pas capable de comprendre et remettre en perspective l'information qui vient de leur être
non pas délivré, mais asséné, surasséné. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis? On aime bien donner des infos positives sur les boîtes, non? Alors, aux États-Unis, oui. Le cycle, aux États-Unis, ce qu'on aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le cycle du comeback kid. C'est-à-dire que on adore faire descendre les gens et les remonter. Ouais. Et ça vient très souvent. En France, et je suis désolé de parler un petit peu de politique et avec M. Nobili à côté, mais vous avez des exemples de ministres en France qui ne sont jamais revenus. Vous avez des exemples de gens qui ont été... Vous connaissez bien, je crois, chez Havas. On en connaît un très bien chez Havas, j'en connais un aussi de l'autre côté, un monsieur... Pour la prise de risque, il a fait fort. Dans la prise de risque qu'il a fait... Non mais alors attendez, il y a une différence. Je vais pas faire de la com politique comparée parce que c'est pas le lieu. Mais il y a une affaire qui est un tournant dans l'histoire de la communication de crise, qui est malheureusement, et c'est d'autant plus désolant qu'il n'avait, je crois, rien fait juridiquement de mal, qui est l'affaire d'Hervé Guémard. Hervé Guémard n'a enfreint aucune loi. Hervé Guémard, je n'insulte pas l'avenir et je lui souhaite toute une grande carrière, je vous dis juste qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif populaire, l'affaire Guémard, ça résonne encore très fort sur son histoire d'appartement. Et vous êtes face à une pure crise médiatique. Oui, enfin, 450 mètres carrés, c'est grand, hein. Oui, mais attendez, c'est là où on arrive exactement au point compliqué. L'exemplarité, alors c'est compliqué. Non, attendez, c'est compliqué, mais on arrive au point qui est de dire que dit la loi, que dit la morale publique instantanée. La morale publique instantanée est choquée, la morale publique instantanée a condamné ce monsieur. Et elle l'a doublement condamné pour une autre raison. Pour une autre raison, c'est qu'il s'est pris les pieds dans le tapis de la communication. On lui en a pas voulu pour l'appartement. On lui en a surtout voulu parce qu'il avait menti. Je vais vous raconter une chose parce que ça, là-dessus, je l'ai vécu en direct. J'étais au ministère des Finances pour parler d'éthique avec son directeur de cabinet. Et j'arrive, et c'était la pleine affaire, ça avait été annoncé la veille. On disait d'ailleurs que c'était sa femme qui avait pris l'appartement. Il a effectivement 9 enfants. Il a pris un appartement très grand, dans un bel endroit, chercher la femme. Très bien. Et donc, absolument, moi j'arrive en me disant ça va être annulé. J'arrive à Bercy. Et je dis, écoutez, là, c'est épouvantable, il faut que vous réagissiez immédiatement parce que j'entends rien, j'entends pas de réponse, il faut immédiatement trouver une success story, etc. Il faut faire quelque chose. Et son directeur de cabinet me répond, écoutez, je vais vous dire, il n'était pas très connu, là, ça fait du buzz, on est vraiment content sur la notoriété. Un visionnaire de la communication. Je suis restée abasourdie. J'ai dit, écoutez, je connaissais un petit peu Hervé Guémard. Je dis, écoutez, je vais aller le voir tout de suite, le ministre. Permettez-moi d'y aller. Il m'a dit, non, mais attendez, on est content, là. Vous avez vu la notoriété en 3-4 jours, le nombre de points qu'on va gagner. Il était viré le surlendemain, malheureux, et j'avais envoyé un petit mail en disant, alors, c'était bon, la notoriété Je vais juste conclure sur un mot qui est très important à comprendre pour les chefs d'entreprise. Oui, aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Le vivant heureux, vivant caché n'existe plus. Oui. Donc, il faut... évoluer dans un monde où vous devez parler avec vos cibles qui sont toutes poreuses d'ailleurs les unes les autres, hein, entre les analystes, les journalistes, les politiques, les leaders d'op, les associations de consommateurs. Et donc ça, c'est une marche irréversible vers la réputation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir en ligne de compte. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à la crise aujourd'hui. La vie de l'entreprise, avant, c'était des temps calmes et de temps en temps la crise. Aujourd'hui, c'est la crise tous les jours et de temps en temps, il ne se passe rien. Il y a vraiment une espèce d'inversion des valeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne serez pas jugé sur le fond des événements. Vous ne serez pas jugé tant sur l'élément déclencheur que sur la manière dont vous le gérez et dont la perception qui a été dégagée autour est positive. Et vous avez tous les jours dans les journaux des exemples de boîtes sur lesquelles on dit « et il a mal géré et c'est pour ça qu'il démissionne ». Et c'est pas... Vous avez un nombre de présidents d'entreprise qui ont fait des erreurs stratégiques, qui sont encore à leur poste, et qui sont même élus, je ne vais pas dire de nom, manager de l'année. Il y en a beaucoup qui ont fait des erreurs stratégiques d'entreprise. Il y a eu des pertes considérables de valeur sur des années, quand on regarde sur le long terme. Sauf que c'est des managers, c'est des gens qui ont appris à gérer et à créer des perceptions autour d'eux, dégager des perceptions en disant qu'est-ce qui gère bien la situation. Et en réalité... cette espèce de gestion de la forme a un peu pris le pas parfois. Alors, est-ce que c'est votre métier de les accompagner, je dirais, tous les jours? Moi, je vois à Éthique, tout bêtement, on envoie des communiqués de presse très régulièrement sur... facile là en ce moment parce que c'est plutôt sur ce qui nous déplaît à chaque fois. Mais s'il y a une de nos entreprises qui dit il y a un truc formidable, annoncez-le. On me fait un communiqué dithyrambique et je dis non, il n'y a aucune chance que ce soit repris. Trouvez-moi quelque chose de négatif. Parce il faut partir de ce qu'il y a eu de pas bien ou d'un événement qui accroche. Il faut partir avec du négatif pour arriver à du positif. Les journalistes vous diront tous les jours, si vous ouvrez le journal et qu'on vous dit que le TER, le RERD est arrivé à l'heure, vous ne lirez pas l'article. Et vous avez raison, vous préférez lire l'article qui dit record de retard sur le RERD.
C'est celui-là que vous lisez. Et c'est pas, le journal, c'est pas le journal des bonnes nouvelles. Il n'y a pas cette culture-là en France du journal des bonnes nouvelles. Alors, comment vous aidez un chef d'entreprise? Nous, notre métier, c'est de travailler sur le temps long. Parce qu'en réalité, voilà, une réputation d'entreprise, d'homme, ça marche. Moi, le type qui vient me voir en me disant j'ai 10 000 € de budget, fais-moi un buzz mondial en 2 semaines, je lui dis voilà, ça peut arriver parfois sur des malentendus qu'il y ait des opérations de buzz qui se montent, mais c'est pas ça notre métier. Nous, c'est d'accompagner de la réputation sur le long terme parce que voilà, c'est comme ça. Mais ça marche, hein, c'est pas un peu bidon accompagner la réputation sur le long terme? Ça marche parce pas. Parce qu'on a, une crise. Je pense que vous prenez le cas d'LVMH, qui est une des plus belles entreprises du monde, qui est partie, qui est l'exemple tout à fait typique d'une forme de sédimentation de la réputation qui s'est faite petit à petit, à coup d'acquisition, petite, moyenne, grosse. Il vit des trucs horribles. Il a vécu Merci Patron, qui a été quelque chose d'épouvantable. On est venu à son secours. Il est membre éthique, Bernard Arnault. Et je pense qu'une forte réputation peut vous protéger de ce genre de choses. Et casse-toi, sale con de riche ou... Casse-toi, sale con riche. Oui, c'est quelque chose. Ça, oui. Je pense qu'une bonne réputation peut vous permettre d'amortir ça. Lui dire de rétro-pédaler, de s'excuser. En l'occurrence, il n'est pas parti en Belgique. Mais non, mais attendez. Non, en plus, absolument. Il l'a pas fait. Peut-être y avait-il une erreur dans la manière dont il. C'est ça qui est horrible quand vous prenez le fond de l'histoire, c'est qu'il a tout à fait en droit de dire je vais partir en Belgique et on lui a interdit publiquement. C'est la morale publique qui lui interdit de le faire. Oui. Parce qu'en réalité, il avait mal préparé le terrain en amont. Ça pose la question de la transparence, non là-dessus. Non, ça pose la question, ce que disait M. Novelli, sur la puissance des groupes de pression et du lobbying, et de la question du lobbying aujourd'hui, par rapport à ceux qui font les lois. Et on l'a bien vu, je ne vais pas jeter de pierre, ça nous a donné beaucoup de travail. Un quinquennat Sarkozy qui a fait beaucoup de réglementation spectacle, qui a fait beaucoup de réglementation par la rue. Alors, quand on fait de la réglementation spectacle, on dit souvent on fait du lobbying spectacle. C'est pour ça qu'on fait descendre des interprofessions dans la rue. Je ne parle pas des notaires qu'on a vu défiler pour la première fois dans leur rue, à cause ou grâce à la loi Macron. Mais alors, à cause ou grâce? Tout dépend Je pense que c'est à grâce, puisque c'est par ailleurs une profession qui, je crois, vu de l'extérieur, a compris que le monde dans lequel ils étaient en train de vivre avait changé. Était en train de changer. Donc on les a fait défiler. Je termine là-dessus sur... Voilà, je pense que c'est important effectivement de se constituer en groupe de pression et d'être capable de comprendre qu'aujourd'hui, si vous voulez faire passer vos messages, il faut passer par l'opinion publique.